Sa longue carrière dans le syndicalisme a marqué son passage en politique. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Dean. Bonjour, M. Morin. M. Dean, avant d'entrer en politique, vous avez fait une longue carrière dans le syndicalisme. Comment ça a commencé, ça? Ça a commencé avec la GOC, croyez-le ou non. J'ai été impliqué dans la version anglaise de la GOC. Et j'ai fait mon premier discours en français à une session de formation de la GOC de langue française. Et c'était une excellente école, la GOC, par leur technique d'observer, juger et agir. C'est une façon, une pédagogie qui a apporté une grande sensibilisation des questions sociales et la nécessité pour les travailleurs de s'impliquer dans le syndicat. Alors, c'est ça qui a, quelque sorte, allumé le feu. Et le mouvement syndical, dans les années du Plessis, des années, enfin, avant la Révolution tranquille, ça ne devait pas être tellement facile. Non, c'était pas les années dorées du mouvement syndical. Il y avait la grève d'asbestos, il y avait l'attitude de M. Duplessis tout le temps vis-à-vis des syndicats. Il était un homme très autoritaire, puis j'imagine qu'il prenait mal le syndicalisme, surtout quand il y avait des conflits quelconques. Moi, j'ai commencé à RCA Victor, à Saint-Henri, et je suis entré à cette usine-là quelques mois après que M. Duplessis avait adopté la loi qui rendait illégaux les syndicats de tendance communiste. Alors, à cette époque, avant cette année 52, c'était les United Electrical Workers, qui était une section locale très militante, qui avait été syndiquée à RC Victor, même durant la guerre. Et c'était un syndicat très militant. Et avec la loi Duplessis, ils ont désaccrédité ce syndicat. Alors, moi, je suis entré dans le mouvement syndical. Dans le nouveau syndicat qui remplaçait cet ancien, c'était le syndicat international des travailleurs de l'électricité. Et à cause du fait que plusieurs des militants avaient été un peu, qui n'étaient pas de tendance communiste, avaient quand même été entachés de cette... Et donc, il n'y avait pas grand monde qui voulait accepter des postes. Alors, je suis entré à un moment qui m'a favorisé dans ce sens-là. Et là, vous avez gravi les échelons dans le monde syndical. Ah oui. J'avais le don ou le malheur de me trouver toujours dans des situations où ça risquait d'exploser. Après 7 ans à RCA Victor, j'ai quitté et j'ai eu un poste dans le syndicat du textile à Drummondville. Ils venaient de signer leur première convention à la Célanise, qui avait des usines à Drummondville, à Quaticook et à Sorel. Et moi, j'ai été embauché pour mettre le syndicat sur place, s'implanter. M. Dean, parmi vos principales batailles syndicales, il y a eu d'abord Hydro-Québec, mais par la suite, il y a eu General Motors, il y a eu United Aircraft. Oui, j'étais toujours sur les lieux des drames dans cette décennie qui était très mouvementée au Québec. J'ai été invité à me joindre au syndicat canadien de la fonction publique à l'Hydro-Québec après la nationalisation en 62. Et
j'ai été affecté au dossier Hydro-Québec. Alors, la première tâche était de continuer une bataille avec la CSN à la Shawinigan, qui m'a donné une chance de promener d'un bout à l'autre du Québec, de connaître des gens dans les grandes villes, des petites villes, de la Mauricie jusqu'à la Beauce et de Saint-Agapit, près du Québec, jusqu'à Beauharnois, Sainte-Thérèse aussi. Alors, c'était un facteur très important dans mon québécisation personnelle. Hein. Et après, on a perdu le vote à Shawinigan, mais un an après, là, il fallait faire l'intégration syndicale suite à la nationalisation. Alors, c'était négocié entre le gouvernement, la Commission des relations de travail, les patrons et les syndicats, qu'il y avait 24 conventions collectives, 24 unités de négociation à Hydro, à la grandeur Hydro, l'ancienne Hydro et la nouvelle Hydro. Alors, on s'est entendu sur le fait qu'il y aura un vote à la grandeur du Québec pour 3 unités de négociation. Un groupant des cols bleus, l'autre des cols blancs et l'autre des techniciens puis semi-professionnels. Et j'étais en charge de cette campagne-là. Alors là, j'avais la tâche aussi de prendre ce qui est de meilleur dans les 24 conventions collectives et les fondre dans un document qui a fait presque mourir les patrons d'Hydro-Québec quand on l'a présenté. Évidemment, on n'a pas obtenu ce contrat parfait, mais on a réglé à quelques minutes d'une grève. La première grande négociation à l'Hydro-Québec, c'était réglé à 15 ou 20 minutes de délai de grève. En plus de la participation là-dedans, mon implication à l'Hydro sur le côté syndical m'a permis de rencontrer René Lévesque et Jacques Parizeau. M. Parizeau, à cette époque-là, était un haut fonctionnaire de l'État. Et c'était lui qui contrôlait un peu le côté monétaire des négociations. Alors, j'ai rencontré personnellement M. Lévesque, qui était le ministre à cette époque-là. Alors là, en 68, j'étais un peu découragé de fonctionner dans le secteur public parce que je trouvais que c'était donc compliqué par rapport au secteur privé. Alors, quand j'ai eu une offre d'aller aux Travailleurs unis de l'automobile, je l'ai accepté. J'ai été embauché un peu comme expert pour faire des arbitrages et des négociations. Et le premier dossier qu'on m'a donné, le chanceux, était United Aircraft, qui avait fait une grève perdue en 1967, qui était en tutelle après 1970. Et moi, j'ai hérité ce beau bébé bleu, puis, il fallait qu'on rebâtisse. Alors, en 1970, les négociations étaient très vite faites quand on a présenté l'offre de la compagnie, qui n'était pas acceptable. Mais les membres voulaient, à cause de leur malheur en 1967, avec une grève perdue, ils n'étaient pas prêts du tout. Alors, ils ont fait un stampede pour voter pour le contrat. Et en 1974, la dernière offre de la compagnie était refusée. Et puis, la grève a commencé. Et c'était un conflit dur. Une grève longue, dure et, enfin, très important dans son influence et sur la politique et sur les conditions des travailleurs de tout le Québec. Parce que ça a conduit à l'adoption de la formule RAND. Exact. Par loi. Nos revendications sur lesquelles la grève se faisait, c'est la formule RAND. On voulait le droit d'avoir notre mot à dire dans les horaires de travail.
On voulait une indexation au coût de la vie. On voulait des choses que tout le secteur aérospatial avait. Mais Pratt & Whitney, United Aircraft, à cette époque-là, n'était pas prêt à dialoguer bien gros. C'était pas mal impliqué dans ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel à Washington. Et puis ça ne parle pas, ce monde-là. Alors, c'était excessivement long, des injonctions, des incidents de ligne de piquetage. On a tout utilisé les moyens d'essayer de ramener ça à une solution, mais c'était non, quand même. Alors, ça, c'était une grève, mais ça a vraiment marqué le Québec, comme la grève à GM en 1970 sur le français langue de travail. Après une période de grève, René Lévesque a fait une intervention publique où il a dit que ce n'était pas à 2000 travailleurs de GM à Sainte-Thérèse de porter le fardeau de 6 millions de Québécois. Il suggérait qu'il retourne au travail et s'engageait de légiférer sur le français langue de travail quand il deviendrait au pouvoir. Entre 1975 et 1976, j'étais membre actif du parti et au Congrès, je ne sais pas quelle année, mais c'était dans ces années-là. J'ai fait un très court discours sur la loi anti-briseur de grève, puis la salle a sauté debout et applaudi pendant 5 ou 10 minutes. Alors, partant de là, on avait l'engagement et effectivement, M. Lévesque et son gouvernement ont tenu parole. Là, en 1977, ils étaient élus en novembre 1976, puis au début de 1977, ils ont réglé la question de la loi 101 pour la langue de travail et ils ont adopté des modifications au Code de travail, puis prévoient la formule RAND obligatoire, l'interdiction du briseur de grève, le droit de retour d'un gréviste après la fin de la grève, son droit de retour en priorité sur toute autre personne. Est-ce que le premier ministre pourrait me dire s'il est exact que le Conseil des ministres a approuvé la semaine dernière les principes d'un projet de loi décrétant qu'il sera interdit à un employeur d'engager du personnel durant une grève, décrétant de plus qu'il sera interdit à un employé en grève de retourner à son travail, et décrétant enfin que les grévistes se verront garantir un droit prioritaire à leur emploi après la grève et qu'il sera toujours loisible à un employé en grève d'occuper un autre emploi pendant la durée de la grève. D'ici quelques brèves journées, Madame le Président, un premier train de mesures, en effet, concernant les réformes dont beaucoup étaient attendues depuis longtemps d'ailleurs et sur lesquelles les consensus s'étaient réalisés. Ce premier train de réforme, donc, amorçant je pense qu'on peut appeler la réforme, mais amorçant la réforme fondamentale du Code du travail, là, tel qu'il existe, seront présentés à l'Assemblée nationale. Pour vous, le déclic, là, vous étiez un syndicaliste très engagé, le déclic pour vous intéresser à la politique, c'est survenu à quelle occasion? Si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Puis c'est une phrase qui est souvent invoquée. Notre syndicat croyait fermement à ça. Et en voyant, j'étais tellement impliqué, toutes ces grèves-là impliquaient tellement la politique. Alors moi, j'enseignais dans mes discours, dans les cours que je donnais aux syndiqués, il faut s'impliquer en politique. Puis quand M. Lévesque est venu en 1976 m'inviter de me présenter, bien, j'ai dit, coudonc, si je veux que les autres s'impliquent, il faudrait peut-être que je m'implique moi-même. Sauf qu'en 1976, la relève dans mon syndicat n'était pas mûre. Alors, j'étais obligé, après 3 nuits sans dormir, de dire non. Mais comment il vous a présenté ça, M. Lévesque? Hein? En 1976, comment il vous a abordé pour vous demander d'être candidat? Il m'a appelé, il m'a invité à dîner, je pense, 3 fois.
Et puis, ça n'a pas marché. Disons, je ne pouvais pas. Il a compris ça. Mais disons, dans le premier mandat, comme chef de mon syndicat, j'avais pas mal la possibilité de téléphoner à n'importe qui dans le gouvernement. Et quand on avait des choses intelligentes à dire de temps en temps, bien, le gouvernement voyait ça d'un œil favorable. Alors, en 1981, bien là, la relève était prête dans le syndicat et je téléphonais M. Lévesque. Mais entre 1976 et 81, est-ce que vous avez adhéré au Parti québécois à ce moment-là? Oh, j'étais membre avant. J'étais membre depuis 1969. Ah oui? Oui. Et est-ce que vous avez accentué votre militantisme? Ah oui, j'étais très actif dans le parti, compté 70, 73, les élections. Et puis, j'étais impliqué dans le parti, puis dans le conseil national. Et au fond, j'étais membre de comité, puis toutes sortes de choses dans le parti, puis délégué de mon comté. Et au référendum de 80, est-ce que vous avez participé aussi? Oui, j'ai été impliqué. D'ailleurs, d'abord, moi, j'ai constaté que je n'avais pas besoin de travailler très fort pour convaincre nos membres, mais ils étaient déjà convaincus avant que... Et nos gens étaient très impliqués, et moi aussi, j'étais impliqué. J'ai été appelé à faire des discours, et puis aussi de mobiliser nos troupes. Une chose intéressante, c'est qu'on a réussi un pas pire coup, c'est qu'on a fait un conseil québécois élargi de notre syndicat. Et puis, on a invité M. Ryan et M. Lévesque, tous les deux, de venir parler pour le oui et le non. Et ils n'ont pas parlé en même temps. Un est venu le matin, l'autre l'après-midi. Mais ils ont eu leur chance de convaincre nos membres. Puis, à la fin de la journée, on a pris un vote secret de nos membres et de leurs femmes et de leurs adolescents qui étaient dans le groupe. Et puis, c'était très, très fort en faveur du oui. Alors, on partait de là, puis nos gens étaient impliqués partout, et moi aussi. En 81, là, vous êtes candidat dans Prévost. Qui vous a amené là, et est-ce que vous avez été un choix unanime à l'investiture? Bon, mon priorité, parce que je demeure en gourou, mais Élie Fallu était déjà député, et il se proposait de se présenter à nouveau en 81. Alors, M. Lévesque m'a dirigé vers Saint-Jérôme parce que je pense qu'il y avait déjà un monsieur qui se lançait dans la campagne, mais je pense que les militants du comté souhaitaient avoir quelqu'un d'autre. Et c'est M. Lévesque qui m'a envoyé là. Et moi, je suis allé sous la condition que je n'accepterais pas d'être parachuté, que je devais rencontrer les militants, leur dire qui j'étais et qu'est-ce que je proposais de faire. Et puis, que si eux m'acceptaient, j'acceptais d'y aller. Alors, il y avait... Et quand tout ça a commencé, l'élection vient d'être déclenchée. Alors, j'avais 3 semaines pour gagner l'investiture, et une autre 3 semaines de campagne pour faire l'élection. Alors, ma tournée des cuisines puis des salons de militants était très positive. Et M. Lévesque m'a donné beaucoup d'appui. Une fois que j'étais choisi, il est venu, je pense, 2 fois dans le comté pour... Ça a été unanime comme votre candidature? Non, le monsieur qui était déjà là s'est présenté, et puis j'ai gagné assez solidement. Mais c'était vite fait. Oui. Vos organisateurs, est-ce que vous les aviez recrutés dans le milieu syndical ou c'était des péquistes de longue date? Bien, j'ai été très bien reçu par l'équipe en place dans le comté. Il y avait des gens là qui étaient aptes à préparer des communiqués de presse, orienter la campagne, faire
porte-à-porte, n'importe quoi. Il y avait déjà un bon groupe de militants. D'ailleurs, il avait élu Jean-Guy Cardinal dans l'élection de 1976, et lui est décédé. Puis c'est là que Mme Chaput-Roland est devenue la députée libérale de ce comté-là. Alors... Et contre Mme Chaput-Roland, est-ce que c'était quand même une personne très connue, oui. Est-ce que vous aviez une stratégie particulière? Aucune. Elle a dit au début de la campagne, « Je ne connais pas cet homme. » Et moi, je ne connaissais pas cette dame. Alors, on a totalement ignoré l'un l'autre. Chacun a fait sa campagne pour vendre sa salade. Mm-hmm. Et puis, pour revenir, bien, ça s'est ajouté aux militants du comté, mais il y avait des excellents militants là-bas, dans toutes les municipalités. Et après ça, bien, il y a des syndiqués qui sont donné un coup de main, parce que Saint-Jérôme, j'étais déjà un peu connu pour le fait d'avoir participé à des fins de semaine d'études de la FTQ à Saint-Jérôme. Et je donnais des cours dans ce temps-là aux fins de semaine de la FTQ. Alors, vous aviez à la fois des bons appuis, oui. Et de l'organisation du PQ, oui. Et du milieu syndical. Et du chef. Et du chef. Ça aide. Vous ne pouvez pas manquer. Oui. En campagne électorale, on prend des engagements. Les candidats prennent des engagements. Lesquels vous avez pris? Bien, moi, je demandais des choses. Je demandais que les militants me donnent des choses qui étaient prioritaires. Alors, j'ai tout ce qui bougeait, par exemple, parce que Saint-Jérôme est un centre de plusieurs des organismes régionaux, par exemple, sur la culture, sur les loisirs, sur différents aspects de la vie communautaire. Alors, on a invité des gens. Chaque groupe pouvait présenter leur projet qu'ils voulaient réussir. Le milieu culturel voulait que le vieux palais de justice soit transformé dans un centre de rayonnement culturel avec l'idée de faire des activités culturelles, des exposés de peinture, d'art graphique et tout ça. Et puis, il y avait un dossier de l'hôpital, un agrandissement de 4 étages qui était sur la tablette depuis 1959. Le parti de l'Union nationale avait créé le projet, mais les libéraux, une fois qu'ils ont été élus, ont rien fait pour avancer le projet. Alors, j'ai relancé le projet. C'était un des engagements. Il y avait aussi c'était la période, il y avait une crise qui a frappé pas longtemps après. Donc, tous les dossiers des PME qui avaient des projets d'agrandissement, des projets d'investissement et tout ça, je choisissais dans tous ces projets-là pour dire, et je croyais que c'est des projets des gens, c'est pas des projets qui sont parachutés de quelque part. Alors, c'était facile de défendre ces projets-là, puis avec les résultats qu'on connaît. Cette campagne électorale de 81, vous aviez monté une équipe de nuit pour faire la campagne de nuit. En quoi ça consistait, ça? Bon, bien parce que j'ai constaté, comme je dis, c'est un comté fortement industriel, pas des grandes entreprises, mais plusieurs petites et moyennes entreprises. Et j'avais constaté, surtout à GM, que les gens qui travaillent sur les équipes d'après-midi ou les équipes de nuit sont coupés de tout ce qui touche. C'est assez difficile pour eux de maintenir leur vie familiale, mais tout ce qu'il y a de vie communautaire, de vie sociale et tout ça est très compliqué, à tel point qu'à GM, pour avoir une ligue de quilles, il fallait avoir 2 ligues de quilles, un le matin puis un le soir pour couvrir toutes les équipes. Et alors, ça m'a vraiment impressionné. Et quand j'ai vu, quand on commençait la
campagne, mais j'ai dit, écoute, il faut qu'on voit les gens sur les équipes de soir et de nuit. Alors, on a annoncé ça. Ça fait des manchettes partout au Québec, quasiment. C'est original. Oui, c'est original, mais on a fait le tour, on a visité les usines, plusieurs usines. La nuit, le soir, la nuit, on commençait la campagne à 9-10 heures le soir, et puis c'était toute beauté de voir les visages épanouis quand on arrivait dans les lieux de travail. Et on a fini à l'hôpital le premier soir, on a fait plusieurs industries. On a fini, on a mangé une croûte à la cafétéria de l'hôpital de Saint-Jérôme à 2 ou 3 heures du matin, qui s'adonnait être la période de repos ou de lunch, je pense, d'équipe de nuit. Alors, c'était très, très, très bien réussi. Après ça, on a quitté l'hôpital, puis j'ai fait la rue principale, puis j'ai parlé aux chauffeurs de taxi qui attendaient au centre-ville. Ils avaient leur stand au centre-ville. Et vous étiez actif 24 heures sur 24. Ah oui, je n'étais pas facile à fatiguer dans ce temps-là. Et la composition du comté de Prévost, c'était un grand comté? C'était, à l'époque, ça englobait Saint-Jérôme, La Fontaine, Saint-Antoine-des-Laurentides, Bellefeuille, Prévost, la ville de Prévost, Saint-Sauveur et Piémont. Alors, on avait toutes sortes de milieux dans ces villes-là. C'était un comté de classe ouvrière puis classe moins nantie par la vie, mais il y avait des poches de richesse ou de relative richesse, Saint-Sauveur, puis il y a des quartiers bien nantis aussi à Saint-Jérôme. Mais c'était toute la gamme. Et votre victoire en 81, ça vous a surpris? Je me suis jamais permis de tellement compter sur quelque chose, sur le résultat que je ne contrôle pas, que je m'attendais à rien. Je n'ai pas pris, tout le monde me disait, tu vas gagner, mais moi, je ne croyais pas. Quand le dernier vote était compté, bon, je me suis permis de fêter. J'étais surpris, mais avec l'appui que j'avais, puis j'avais j'avais l'impression qu'il y avait un très bon sentiment. Le monde me saluait dans les rues, puis tout ça. Puis je suis vite fait connaître parce que j'étais partout. En arrivant à Québec, vous rencontrez des nouveaux collègues, un nouveau milieu, le niveau politique, le niveau gouvernemental. Quel genre de discussion vous aviez au début là, avec vos nouveaux collègues? Bien, en arrivant, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était plutôt la rencontre un peu pour la gestion interne. On expliquait aux nouveaux députés les conditions de dépenses, puis la question de logement à Québec et tout ça. Mais je connaissais plusieurs députés déjà. Donc, c'était une réunion, puis j'ai été bien accueilli parce que je pense que le monde ne croyait pas que j'aurais pu battre Madame Chaput-Roland. C'est pas moi qui l'ai battue, au fond, c'était toute l'équipe qui organisait une campagne de tonnerre parce que j'étais très bien alimenté. Vraiment, l'équipe sur place était une équipe que je suis sûr que pas tous les candidats ont une équipe comme ça. Ils savaient déjà qu'est-ce qu'il fallait faire, où ils allaient, puis quel sujet traiter ou quelle question, quel dossier qu'ils avaient. Alors, j'étais très bien coaché. C'est intéressant. On continue la semaine prochaine, M. Lee. D'accord. Merci.